Ah, très Oui, bien. oui, oui, on Voilà, vous on va... entend, oui, oui. Allez-y, allez-y, vous pouvez commencer. On vous entend très bien, allez-y. Ah oui, oui, merci beaucoup. Bon, bonjour à tous. Je suis très honoré, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et je tiens à remercier le professeur Atmani Bilel pour son aimable invitation. Et le professeur Atmani m'a demandé de vous présenter un panorama de l'état du droit japonais de la consommation. Et bien entendu, le droit de la consommation se revêt d'un caractère pluridisciplinaire et il ne serait pas possible de vous présenter tous ces aspects dans 21 minutes. J'aimerais donc choisir de parler uniquement de la réglementation du contrat de consommation puisque je suis civiliste. Avant d'entrer le panorama du droit japonais, je souhaite soulever un élément qui me paraisse important pour réfléchir sur le droit de la consommation d'un point de vue du droit comparé. Et c'est la question de savoir s'il y a un code spécifique et uniforme pour le droit de la consommation. Comme on le sait, la réponse à cette question est diverse à travers le monde. En cas du droit japonais, il n'y a pas de code uniforme. On dit souvent que sa législation en la matière consiste en 3 niveaux de règles législatives. Je m'explique. Le contrat de consommation étant un contrat, il est naturellement réglementé par le Code civil, qui est le droit commun des contrats. En même temps, le législateur du Japon a adopté une série de règles spécifiques selon la manière de la conclusion ou de l'objet du contrat. Par exemple, les contrats à distance, la vente à domicile, les contrats de l'Institut de beauté ou de l'école de langue, etc., font l'objet de la réglementation par la loi spéciale. Il est vrai que la plupart d'elles relèvent du droit de la consommation, droit de la concurrence, mais certaines dispositions s'attachent à l'effet civil, telles que la nullité du contrat ou l'engagement de la responsabilité. Et cela étant dit, une des particularités du droit japonais se trouve dans le fait qu'il a un niveau intermédiaire entre ce droit commun et ses droits spéciaux. En effet, la loi sur le contrat de consommation, promulguée en 2000, encadre le régime spécial qui s'applique au contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, à savoir le contrat de consommation. La loi sur le contrat de consommation est une branche du droit civil et une loi spéciale à l'égard du Code civil. Son caractère spécial se représente d'abord par son domaine. En effet, la loi sur le contrat de consommation ne s'applique qu'au contrat B2C. Mais puis, il se poserait une question de savoir dans quel point cette loi modifie le droit commun des contrats. À mon sens, une des particularités du droit japonais et de la consommation réside bien dans ce point. À l'instar de bien des législations consuméristes dans les autres pays, la loi sur le contrat de consommation a pour finalité de contrôler les clauses abusives. Mais cela n'est pas tout, parce que cette loi a pour but aussi de créer des types spéciaux du vice du consentement. Selon la conception du législateur, un déséquilibre d'information et de pouvoir de négociation entre le professionnel et le consommateur requiert une protection spéciale du consentement de ce dernier. Cette particularité pourrait justifier notre choix de parler de la réglementation du contrat de consommation en se focalisant notamment sur la théorie du vice du consentement. À cette fin, ma présentation d'aujourd'hui sera divisée en 2 parties. Dans la première partie, je présenterai d'abord le régime du vice du consentement tel que défini par le droit commun et un changement apporté par la loi spéciale du contrat de consommation en 2000. Et puis, j'expliquerai dans quel point
il a élargi le vice du consentement consacré par le droit commun. Et dans la seconde partie, je présenterai les deux réformes successivement réalisées en 2016 et 2018 qui ont pour but d'élargir encore plus le concept du vice du consentement. Au Japon, le Code civil consacre 3 types de vice du consentement: l'erreur, le dol et la violence. Pardon. Est-ce que je peux projeter un PowerPoint? Oui, allez-y, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez regarder Est-ce que vous pourriez regarder mon écran? Non, elle n'est pas visible pour l'instant. Ouais, Ok. Voilà, c'est bon, là, c'est bon. Bon, Allez-y, là c'est bon, ok. on le voit là. Ouais. Ok. Donc je vais continuer. Au Japon, le Code civil consacre 3 types de vice du consentement: l'erreur, le dol et la violence. Et s'agissant de l'erreur, le Code civil prévoit que la déclaration de volonté est annulable lorsque les erreurs sont d'importance en tenant compte du but de l'acte juridique et de l'opinion commune. Et en outre, pour justifier l'annulation du contrat, l'erreur doit ou bien susciter la discordance entre la volonté déclarée et volonté interne, ou bien découler d'une fausse représentation sur le fait que l'auteur de la déclaration a fait entrer dans le fondement de l'acte juridique. Cette formule de l'erreur est issue d'une grande réforme du Code civil en 2017. La complexité de la formule de ce texte nous démontre que la théorie de l'erreur est une des premières préoccupations du législateur au moment de cette réforme. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est plutôt les dispositions sur le dol et la violence. Et sur ce point, le Code civil dispose juste que la déclaration de volonté est déterminée par le dol ou la violence est annulable. Et cette formule est quelque peu laconique, à son origine dans le texte original du Code civil, et il n'a subi aucune modification en 2017. Et de cette comparaison des deux dispositions, se poserait une question de savoir pourquoi la disposition sur le dol et la violence n'a pas fait l'objet de la réforme. La raison en est expliquée par le fait que cette disposition a joué très peu de rôle dans la pratique. En effet, le juge n'a appliqué que très rarement cette disposition. La difficulté de son application découle de l'interprétation du texte du Code. Le premier indice de la rigidité de l'interprétation se trouve dans la condition relative à l'intention ontologique. Et dès lors que les juges ont refusé d'admettre une présomption pour constater cette intention, la victime se heurte à une extrême difficulté pour prouver ce qui a été prévu par son co-contractant. Et le deuxième obstacle découle d'une exception du dolus bonus. En effet, il a été admis que chacun des contractants peut mentir dans une certaine mesure pour tirer un profit d'un contrat à conclure. Cela revient à dire qu'il est au risque et péril de chacun des contractants de se renseigner sur les éléments déterminants de son consentement. Ces difficultés du droit commun ont opéré à l'introduction d'un régime spécial du vice du consentement dans le droit de la consommation. L'intention du législateur était d'élargir le domaine du dol au cas où le consommateur a conclu le contrat sous l'influence de la mauvaise connaissance, non pas l'erreur, et celui de la violence à l'hypothèse de l'embarras, et non pas à la crainte qui est requise pour justifier la violence dans le droit commun. Ainsi, on pourrait estimer que le droit japonais a les deux différentes conceptions du vice du consentement. Le premier,
qui relève du droit commun et s'inscrit dans la logique libéraliste du contrat, selon laquelle chacune des parties contractantes doit remplir le devoir de se renseigner pour garantir son propre intérêt. Et en revanche, tout en conservant la conception classique du droit commun, le droit de la consommation adopte une autre conception du vice du consentement qui est plus soucieux du déséquilibre des pouvoirs dans la négociation entre les parties. Et dans le prolongement de cette deuxième idée, notre législature est successivement intervenue pour adapter notre système à la réalité de la pratique contractuelle. Les deux réformes successives de la loi sur le contrat de consommation ont visé principalement à rendre plus efficace la protection du consentement. À mon sens, elles ont apporté un changement de politique législative pour réglementer la pratique commerciale en la matière. Le changement se représente d'abord dans la manière de fixer les agissements du professionnel qui sont l'objet du contrôle judiciaire. En effet, la loi énumère un certain nombre de situations comme risquant de susciter le vice du consentement de la part du consommateur. En prenant juste un exemple des circonstances intéressées par la nouvelle disposition, l'annulation du contrat se justifie dans le cas de l'exploitation de la préoccupation portant sur la réalisation de certains désirs de la vie quotidienne, à savoir l'accès à l'enseignement supérieur, l'obtention d'un emploi, le mariage, les moyens de gagner la vie ou l'esthétique corporelle. Ensuite, le changement se trouve également à côté du consentement du consommateur. En effet, selon le texte, le consommateur peut annuler le contrat même lorsqu'il l'a conclu sous l'influence de l'ignorance ou de la négligence. En d'autres termes, peu importe que le consommateur se soit renseigné suffisamment. Actuellement, nous discutons sur les éventuels impacts apportés par ces réformes sur la théorie générale du vice du consentement. À mon sens, ces nouvelles dispositions peuvent avoir deux impacts sur le droit actuel. D'une part, les nouvelles dispositions sont d'autant plus remarquables et qu'elles peuvent entraîner un replacement de la loi sur le contrat de consommation. Selon la conception du législateur de 2000, les règles issues de cette loi se qualifient de nature purement civile et distinguent ainsi des règles de droit concurrence. Et cependant, plus attentives aux agissements du professionnel, non pas de la psychologie et du consommateur, nouvelle disposition approche le droit de la concurrence qui a pour finalité la régulation du marché et du consommateur. Et d'autre part, les nouvelles dispositions peuvent contribuer à un développement de la théorie du vice du consentement, en ce que pour justifier l'annulation du contrat, elle se contente de constater le fait que le professionnel a tiré un profit de la négligence du consommateur, non pas l'erreur ou la crainte, dans le sens classique, ni la mauvaise connaissance ou l'embarras tels qu'ils sont conçus en 2000. Ici, un certain nombre des auteurs trouvent un indice du changement du concept de la volonté contractuelle. Sous l'influence du développement de l'économie comportementale, il souligne que la capacité de décision d'un individu est altérée par un ensemble de contraintes, comme des biais cognitifs ou le manque du temps. Ainsi, le consommateur peut être vulnérable dans une certaine situation, et cela pourrait remettre en cause la conception classique et volontariste du contrat de consommation. Mais le débat sur ce point n'en est qu'à ses balbutiements. Sans aucun doute, le vice du consentement est une théorie fondamentale qui est la pierre angulaire de la logique civiliste. Et cependant, nous pensons que le développement récent de la législation consumériste exerce une certaine influence non négligeable au droit commun. Et pour conclure,
j'aimerais remarquer à nouveau que les auteurs japonais omettent une certaine importance au développement du contrat de consommation en ce qu'il peut anticiper un développement du droit commun des contrats. Et je vous remercie de votre attention. Merci, professeur, pour votre précieuse conférence. Je retiens la logique libéraliste du contrat de consommation en droit japonais. Vous avez expliqué et détaillé, défini le contrat de consommation dans le droit japonais. Vous avez parlé des 3 vices du consentement, à savoir les 3 types de vices de consentement, à savoir l'erreur, le dol et la contrainte, la violence, pardon. Et vous avez bien expliqué aussi la procédure légale, réglementaire de l'annulation du contrat de consommation en droit japonais. Je vous remercie encore une fois pour cette éminente, précieuse conférence et on tient à vous excuser, on vous a retenu beaucoup dans le temps en fait, par rapport au décalage horaire et merci.